Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Merci beaucoup à Franck pour cette trop gentille présentation. Et je tiens à remercier énormément aussi Amélie et toute l'équipe des Mardis de la Philo pour cette charmante invitation. Et donc, comme Franck vous l'a déjà expliqué en quelques mots, je vais vous parler durant ce cycle de 6 leçons de rhétorique. Et je vais vous expliquer en quoi, dans cette première leçon, un retour aux sources, à la naissance de la rhétorique et à ses enjeux, est important pour comprendre des phénomènes d'une très grande actualité. Donc aujourd'hui, on va faire un retour aux sources, mais qui va avoir pour but d'éclairer des questions qui vont être abordées au cours des autres conférences et qui vont nous mener à des questions d'une très grande actualité, les problèmes de conspiration, les problèmes de radicalisme, la question de la post-vérité, etc. Mais alors, pourquoi un retour aux sources ? Il faut tout d'abord que je vous présente d'où je viens, puisque Franck a insisté en disant que j'insiste sur le fait que je ne suis pas philosophe. Je suis néanmoins l'héritière de ce qu'on appelle l'école de Bruxelles, dont la figure fondatrice est Chaim Perelman, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et je ne sais pas si on voit bien le petit texte que je vous ai apporté, mais vous l'avez sans doute dans un support. Ce que je vais faire, c'est que je vais le relire avec vous, parce que ce que dit Perelman dans cet extrait me paraît être la substantifique moelle des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut faire ce retour aux sources, comme lui-même l'a pensé dans l'immédiate après-guerre. Voilà ce qu'il dit. C'est parce qu'elle est œuvre vraiment humaine que la rhétorique a connu son maximum d'éclat aux époques d'humanisme, aussi bien dans la Grèce antique que dans les siècles de la Renaissance. Si notre siècle, on est à peu près dans les années 50 lorsqu'il écrit ça, si notre siècle doit se dégager définitivement du positivisme, vous pouvez entendre scientisme aussi si vous préférez, il a besoin d'instruments qui lui permettent de comprendre ce que constitue le réel humain. Nous croyons qu'une théorie de la connaissance, qui corresponde à ce climat de la philosophie contemporaine, a besoin d'intégrer dans sa structure les procédés d'argumentation utilisés dans tous les domaines de la culture humaine, et que pour cette raison, un renouveau de la rhétorique serait conforme à l'aspect humaniste des aspirations de notre époque. Donc, si vous voulez, pour le résumer plus simplement, bien sûr, l'humanisme est au centre de ce que nous dit Perelman, mais il faut comprendre aussi en toile de fond qu'il nous dit qu'il y a un problème épistémologique qui est lié au fait que l'héritage positiviste, dit-il, scientiste, si vous voulez, d'une certaine conception de la raison directement hérité du cartésianisme, puisque c'est le cartésianisme qui est, si vous voulez, dans son champ de vision, que cette vision de la rationalité a été trop pauvre pour comprendre le réel humain. Et donc ça veut dire quelque chose de très précis dans son esprit à lui, puisqu'on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous voulez le dire en résumé, Descartes n'a été d'aucune utilité contre Hitler. Pourquoi ? Parce que nous avons là des phénomènes de discours, de propagande, de relations entre une société et ses institutions, et qu'une vision trop pauvre de la raison est complètement inutile. Ça, c'est le propos de Perelman, auquel je me rattache entièrement, avec je dois vous dire d'emblée un petit nota bene un petit peu dramatique, c'est que on n'a pas entendu Perelman à la fin des années 50, et je pense qu'il serait bon un jour d'entendre ce message. Donc si je pouvais contribuer d'une façon ou d'une autre à faire en sorte qu'on l'entende, la société pourrait s'en porter mieux. C'est mon petit pari.
Mais pour cette tâche un petit peu audacieuse, je ne suis pas seule, donc je vous présente rapidement ma petite équipe. Victor Ferry, qui travaille avec moi, m'a fait le plaisir de venir écouter la première leçon et de m'aider aussi dans mes maigres compétences techniques. Mais donc, vous voyez l'équipe que vous avez là sous les yeux. Vous avez des post-doctorants, des doctorants et une assistante. Nous faisons un travail collectif, mais chacun a ses chantiers spécifiques. C'est-à-dire que chacun s'intéresse à une dimension particulière du travail de rhétorique et d'argumentation, et en même temps, nous avons l'habitude de travailler beaucoup en équipe. Alors, comment, très rapidement, pour terminer la présentation, je vous explique les spécificités du groupe de recherche que j'ai appelé le Graal, avec un seul A, rassurez-vous, qui est dans la continuité de l'école de Bruxelles. Pourquoi le Graal? C'est le groupe de recherche en rhétorique et argumentation linguistique. Alors nous avons certaines spécificités auxquelles nous tenons beaucoup. C'est le retour à Aristote, et même avant Aristote, aux sophistes. Et les sophistes vont faire l'objet de la leçon d'aujourd'hui, Aristote faisant l'objet de la leçon suivante. Ce qui est essentiel dans ce retour aux sources, entre autres, c'est la notion de techné, c'est-à-dire la notion d'art au sens grec du terme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a à fournir aux citoyens qui doit être formé à la rhétorique un ensemble d'outils, une boîte à outils, on décrit ça comme une boîte à outils, dans laquelle vous allez trouver une série d'arguments, une série de méthodes de conviction et de persuasion que vous allez apprendre à utiliser au mieux en fonction du contexte de conviction et de persuasion dans lequel vous vous trouvez. Ça veut dire aussi que du point de vue de notre activité, les liens entre les types de formation que nous mettons au point et que nous donnons dans plusieurs lieux de la société civile, ces types de formation et d'exercices feront l'objet de leçons à part entière. Elles vont toujours être reliées à la réflexion collective du groupe de recherche sur les raisons théoriques qui font que les outils que nous essayons d'enseigner aux citoyens vont être adaptés à la situation. Autrement dit, si vous voulez, il y a un va-et-vient constant entre la théorie et la pratique. On cherche à viser une certaine efficacité dans les méthodes de persuasion et en même temps, on cherche à avoir un retour réflexif, philosophique évidemment, pour faire plaisir à Franck, mais aussi scientifique sur les raisons pour lesquelles cette efficacité a lieu ou n'a pas lieu, parce que dans certains cas, ça n'a pas lieu. Du coup, ça veut dire aussi qu'on a un intérêt marqué pour une réflexion interdisciplinaire. Il y a, comme Franck vous le disait, je suis linguiste, donc il y a un intérêt particulier au phénomène linguistique, mais nous pensons que si nous voulons avoir une vision pleine et entière des phénomènes discursifs et rhétoriques, il faut bien sûr tenir compte d'autres phénomènes disciplinaires, à commencer bien entendu par la psychologie, parce que les émotions jouent un rôle fondamental dans la persuasion, bien entendu, on y reviendra, l'anthropologie, la sociologie, puisque bien sûr les types de publics et de communautés qui vont être mis en situation d'être convaincus ou non vont présenter des spécificités. Nous ne sommes pas tous les mêmes, ni culturellement, ni du point de vue de l'éducation. Le droit, c'est essentiel aussi, puisque d'une certaine façon, le droit est un petit peu la matrice de l'argumentation. Et donc tout ça va nous intéresser au plus haut point. Alors, comme je vous le disais en introduction, les formations que nous donnons, je ne m'appesantis pas du tout là-dessus aujourd'hui parce qu'on y reviendra longuement. Elles sont inspirées de l'Antiquité, mais elles souhaitent être tout à fait adaptées à des problématiques
qui sont contemporaines et à une réalité du XXIe siècle qui est une réalité que même Perelman ne pouvait pas imaginer au sortir de l'immédiate après-guerre. C'est pour vous dire comme parfois les réalités politiques et institutionnelles peuvent évoluer assez rapidement. Et dernier point, pour vous présenter un petit peu la façon dont nous travaillons, c'est que les méthodes d'enseignement et de formation que nous développons se veulent plus pratiques que certaines initiations au raisonnement formel. Et là, c'est déjà une petite mise en discussion par rapport à certains types de formations que vous allez trouver plutôt dans l'héritage philosophique que Perelman, philosophe et logicien, critique lui-même, à savoir la seule question de la validité formelle des raisonnements ne suffit pas du tout à produire des situations rhétoriques réalistes et satisfaisantes. Il faut sortir de la logique stricto sensu, il faut élargir ça. Donc ça, c'est l'une de nos prérogatives, évidemment. Et l'autre, qui peut avoir l'air paradoxal avec la première, mais on y tient énormément aussi, c'est que vous avez sans doute entendu parler des concours d'éloquence qui sont aujourd'hui très à la mode. C'est sans doute pas par hasard, parce que les gouvernements, les pouvoirs publics se rendent compte de l'importance de cette prise de parole en public et de l'importance des dégâts aussi que certains types de discours peuvent faire. L'idée, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la parole et que donc il faut former à l'éloquence un petit peu sur le modèle du grand oral qui nous vient directement de France. Le problème à nos yeux, c'est que ces concours d'éloquence, au contraire des formations philosophiques, s'intéressent surtout à la prise de parole en tant que telle. L'éloquence dit bien ce qu'elle veut dire, au détriment d'un certain contenu. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre des trucs et ficelles du point de vue de l'oralité, on va vous apprendre à poser votre voix, à vous comporter comme il faut en scène, mais au détriment d'une dimension, pour le coup, intellectuelle, de compréhension des véritables problèmes et phénomènes auxquels l'argumentation qui veut avoir un impact dans la cité est confrontée. Donc ça, ce sont nos spécificités. Et maintenant, j'avance un peu pour arriver au fait. Le sommaire, très rapidement, on va y aller en 4 parties. Les 3 parties, je vais essayer d'aller droit au but pour qu'on puisse s'installer dans la dernière. Je vais vous faire quelques petits rappels de balises historiques et politiques pour que vous voyez où on est, où on se situe lorsqu'on parle de la naissance de la rhétorique. Donc on va parler de réalité politique et épistémologique, on va parler du contexte institutionnel et politique de cette naissance, on va parler de l'invention de l'art de la rhétorique en tant que telle, comme je vous le disais en introduction, de la techné, et on va s'appesantir sur plusieurs regards d'auteurs très différents et très variés sur ce qu'ont été ces inventeurs de la rhétorique qu'on appelle les sophistes, comme vous savez, et dont Franck a rappelé qu'ils ont acquis une bien mauvaise réputation, et on va essayer, à propos de cette réputation, de trier le grain de livret en fonction des différents regards que je vais vous apporter. Alors, le contexte historique, d'abord, nous sommes en Grèce, dans la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, et ce qui est très important, c'est que Athènes est à son apogée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se trouve dans cette époque qu'on a appelée pendant une partie du 19e et du début du 20e le miracle grec, qui est une formule aujourd'hui tout à fait critiquée, parce qu'en quoi y aurait-il eu un miracle ? Mais ce qui est important et qu'il faut bien entendre, c'est qu'on est dans ce moment
qu'évoquait Perelman dans la citation que je vous ai apportée en introduction, c'est-à-dire un moment de foisonnement humaniste, de développement de la pensée, et cela dans tous les domaines des arts et du savoir. Il n'y a pas beaucoup de moments comme ça dans l'histoire de l'humanité, et celui-là en est un. Corollaire ou pas, ça ne nous intéresse pas, nous, ici directement, où est l'œuf, où est la poule, si vous voulez, quoi qu'il en soit, de nouvelles institutions apparaissent. Et comme vous savez, on peut considérer que c'est un des actes de naissance de la démocratie, même si cette démocratie-là n'a pas grand-chose à voir avec les critères qui sont les nôtres aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les étrangers et les femmes, mais ce n'est pas directement notre question ici. Notre question, c'est plutôt que ces institutions démocratiques, ces nouvelles institutions, nécessitent un nouveau rapport au discours. Pourquoi ? Parce que pour prendre les décisions, on ne se base plus uniquement sur la tradition et sur les critères qui sont liés à l'héritage générationnel au lieu de naissance, mais on prend des décisions à partir de débats argumentés, à partir d'une série de questions qui sont, si vous voulez, à la une de l'Assemblée délibérante. C'est vrai, bien entendu, aussi pour les cours de justice, et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut considérer d'une certaine façon la Cour de justice comme un petit peu la matrice de tout ce qui fait le cœur de l'argumentation. Bref, le citoyen athénien, et qui, à ce titre, peut intervenir directement dans les institutions, et s'il veut exister, eh bien, il doit le faire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas tous égaux face à nos capacités de prise de parole. Certains sont plus à l'aise que d'autres, certains voient plus clair, plus facilement que d'autres, certains ont une meilleure élocution que d'autres, une meilleure, ce qu'on appelle un ethos, on y reviendra dans la deuxième leçon, une présentation de soi. Tout ça fait que, comme c'est inégalement distribué, eh bien voilà qu'arrivent sur la scène politique des enseignants itinérants qu'on appelle les sophistes, et qui vont dire, eh bien, si vous voulez être meilleur, apprendre à mieux vous débrouiller dans les institutions dans lesquelles vous pouvez désormais intervenir, eh bien, on va vous apprendre à être meilleur. On va vous apprendre à prendre la parole, on va vous apprendre à vous défendre, et bien entendu, on va le faire contre monnaie sonnante et trébuchante. Il n'y a pas de raison, aujourd'hui c'est pareil, si vous voulez prendre un enseignement d'une façon ou d'une autre, il faut le rétribuer pour le faire. Donc voilà nos sophistes qui apparaissent sur les devants de la scène, et vous pouvez noter cette naissance vers 465-460, et on marque la naissance de la rhétorique plutôt en Sicile grecque évidemment, mais en Sicile tout de même, ce qui n'est pas innocent parce que nous ne sommes pas à Athènes, ce qui veut dire aussi que le sophiste a été très rapidement attaché à l'image de l'étranger voyageur. Il arrive à Athènes pour donner son enseignement, et pour ceux qui ont peut-être entendu ces deux noms, les plus connus, les premiers Siciliens sont Corax et Tisias. Si on a le temps, je vous dirai un petit mot de Corax un petit peu plus tard. Alors, il y a ce contexte historique et politique, donc vous voyez que c'est un événement culturel et politique, mais ce qu'on dit moins et qui va faire l'objet du cœur de ce que je voudrais essayer de vous faire passer, c'est qu'il y a derrière ça une question épistémologique qui est peut-être la plus importante. Et cette question épistémologique, c'est la question du langage. C'est la question du statut qu'on va donner au langage humain. Et vous pouvez peut-être voir dans les sophistes les premiers
qui ont vraiment cherché à réfléchir sur ce que peut et ne peut pas le langage humain. Quand je dis les premiers, il y a bien entendu une histoire importante de la philosophie du langage qui remonte à avant, d'ailleurs Platon s'en est mêlé, mais disons que chez eux, il y a ce questionnement dont je vous parlais qui est à la fois théorique et pratique. Que peut ou ne peut pas le langage? Comment se fait-il que certaines choses fonctionnent et comment se fait-il qu'elles ne fonctionnent pas? Alors, derrière cette question du langage, vous avez la matrice de la controverse qui va très rapidement arriver parce qu'il y a un enjeu politique, c'est-à-dire chaque citoyen, d'une certaine façon, peut acquérir une aptitude à intervenir sur la place publique grâce à cette force du langage. Ça peut faire peur. Il y a bien sûr la nécessité de se former, ça j'en ai déjà parlé. Il y a la réflexion, ça je vous en ai parlé aussi, mais disons la réflexion sur cette puissance qui très tôt à la fois fascine et dérange. Et il y a un aspect qu'on va voir un petit peu plus tard avec l'un des sophistes les plus connus, c'est cette forme d'enthousiasme dans ce que nous sommes capables de faire si nous nous mettons à jouer avec le langage. Par exemple, ils sont des grands inventeurs des paradoxes, l'héritage des sophismes. Vous savez, tout ce qui est rare est cher, or un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. Ah, je me suis fait avoir, où est-ce que ça a commencé? Eh bien, voilà un sophisme. Alors, eux, ils ont beaucoup joué à ça, en grande partie par intérêt pour voir jusqu'où on peut aller avec ces jeux de langage et ces paradoxes. En même temps, si on vous entraîne dans un raisonnement où à la fin on vous dit « Ah, je vous ai bien eu », vous avez l'impression qu'on s'est joué de vous, et ça n'est pas spécialement rassurant. Donc, cet enthousiasme et cette idée de jeu s'accompagne très rapidement aussi de peur et de fascination. La grande peur d'être manipulé est une peur qui ne nous quitte pas, mais qui d'une certaine façon est héritière de là aussi. Si nous sommes capables d'acquérir une boîte à outils qui offre une certaine puissance d'impact sur les autres, eh bien, ça peut fasciner, mais ça peut vraiment faire peur aussi. Vous voyez que c'est d'une très très grande actualité. Et bien sûr, le dernier point, c'est le mépris et le dénigrement, c'est-à-dire quand on a peur de quelque chose, ben, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le mépriser, le disqualifier, le dénigrer pour dire attention, il ne faut pas y en avoir peur, et de toute façon, il n'y a pas grand-chose derrière ça. Ce qui est, j'y viens dans un instant, exactement ce que vous allez trouver dans la critique que Platon adresse aux sophistes, mais là j'anticipe un petit peu. C'est-à-dire, à la fois il faut en avoir peur et à la fois il faut les mépriser parce qu'au fond ce sont des imposteurs. Et les deux critiques ensemble, vous avouerez qu'elles manquent un petit peu de cohérence. Vous voyez que je les défends, hein, ce sont mes chouchous, ça je ne vous le cache pas. Alors, au lieu de vous faire un grand cours exhaustif sur les sophistes, je vais vous présenter les deux principaux et ensuite on passera à ces fameux regards d'auteurs différents qui ont eu quelque chose à dire sur les sophistes. Vous avez sans doute entendu parler de Gorgias, qui est de Léontium, de Sicile donc, et qui a été ambassadeur à Athènes, orateur et professeur de rhétorique, conférencier. Alors, vous trouvez chez Gorgias une réflexion philosophique sur l'être et le non-être et sur la capacité du discours à pouvoir dire quelque chose à propos de cet être. Je n'entre pas là-dedans. Je me concentre sur ce qui est peut-être le texte le plus fascinant de Gorgias, le discours de Gorgias, qu'on appelle l'éloge d'Hélène. Alors, je vous ai apporté ici seulement la fin. On va lire la fin ensemble dans un instant, mais je vous redonne très rapidement le contexte. Alors, Hélène, c'est Hélène de Troie, évidemment,
la femme de Ménélas, qui est partie séduite par Paris, et cet enlèvement ou cette séduction, on ne sait pas très bien, a provoqué la guerre de Troie. Donc, pour vous le dire simplement, s'il y a bien quelqu'un qui ne mérite pas l'éloge, c'est Hélène. S'il y a bien quelqu'un qui, dans toute l'Antiquité, doit être blâmé, c'est Hélène. Surtout dans l'Antiquité, ce comportement pour une femme est totalement indigne de toutes les vertus féminines, et en plus elle a provoqué la guerre, ce qui, c'est toujours le cas pour nous aujourd'hui, mais dans l'Antiquité, c'est le pire que vous puissiez imaginer, c'est quelqu'un qui a semé la discorde. Et que fait notre sophiste? Il entreprend, contre toute la doxa de l'Antiquité, de faire l'éloge d'Hélène. Alors, pourquoi fait-il ça? Il y a évidemment plusieurs hypothèses. Et on lit ensemble la fin avant d'en arriver aux hypothèses. Donc il termine tout son discours, qui est un chef-d'œuvre rhétorique, en disant « J'espère avoir réduit à néant dans ce discours la mauvaise réputation d'une femme et m'être tenu à la règle que j'avais fixée au commencement de mon discours. J'ai tenté d'annuler l'injustice de cette mauvaise réputation et l'ignorance de l'opinion. Et si j'ai voulu rédiger ce discours, c'est afin qu'il soit, pour Hélène, comme un éloge, et pour moi, comme un jeu. » Ah. Nous revoilà avec cette fameuse question ambivalente du jeu. Alors, la première partie de la fin, vous voyez que ce qu'il fait dans la conclusion très clairement, c'est de dire « Je vais renverser toute la doxa que vous connaissez. Il y a une injustice à blâmer Hélène. » Et on n'a pas le temps de faire tout le discours, il faudrait une leçon entière pour l'analyser, mais si vous voulez, en gros, il va passer en revue toutes les raisons pour lesquelles nous devons faire l'éloge d'Hélène et pas son blâme, et rétablir, changer complètement notre point de vue, si vous voulez. Passer d'un point de vue commun où nous pensons tous ensemble que s'il y a un ennemi à abattre, c'est Hélène, à un point de vue commun où nous pensons tous ensemble que non seulement cette femme a subi une injustice pendant des siècles, mais qu'en plus, il faut en faire l'éloge. Et je peux vous dire, vous irez voir de votre côté, vous le trouvez facilement sur Internet, que c'est très convaincant. Et donc le fait que ce soit convaincant et qu'il parvienne en un discours à nous faire changer d'avis sur ce qui nous paraît un lieu commun, cette femme doit être blâmée, est perturbant. C'est déroutant. Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'a-t-il voulu faire? Et vous voyez qu'en bon provocateur qu'il était, parce que, comme je vous l'ai dit, ils aimaient s'amuser, ils aimaient aller jusqu'au bout de ce que peut ou ne peut pas le langage, il termine avec cette pirouette en disant « J'ai fait pour Hélène un éloge et pour moi un jeu ». Alors, est-ce qu'il nous dit « Je vous ai bien eu, hein, je me suis bien joué de vous » ou est-ce qu'il nous dit « J'ai essayé d'aller le plus loin possible dans un exercice de rhétorique qui demande énormément de maîtrise, et cet exercice de rhétorique est un exercice que vous trouvez dans les traités de rhétorique, et que d'ailleurs nous enseignons dans nos formations, mais qui est un exercice pour maître, pas pour apprenti. Cet exercice, c'est l'éloge paradoxal. Qu'est-ce que c'est l'éloge paradoxal? Eh bien, c'est ça. Vous choisissez un sujet, un personnage ou un objet qui ne mérite vraiment pas du tout l'éloge. Soit parce que c'est un personnage blâmable, comme Hélène, soit parce que c'est quelque chose de peu d'intérêt, comme la mouche, par exemple. Vous trouvez dans les traités de rhétorique un éloge de la mouche. C'est un éloge paradoxal. Et quel est l'intérêt de cet exercice? Il est au moins double. C'est que d'abord, vous faites un immense effort intellectuel de faire pivoter un point de vue a priori que vous avez sur un objet. Et ce pivot, cette façon de faire tourner votre regard, vous demande un effort intellectuel
dont nous pensons, j'anticipe un peu, j'y reviendrai plus tard, qu'il permet de lutter contre une forme de dogmatisme de la pensée. C'est très bien d'être d'accord tous ensemble pour dire qu'il faut blâmer Hélène, mais est-ce qu'on ne ronronne pas un peu tous ensemble en pensant ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intellectuellement stimulant à adopter un autre point de vue, au moins le temps de l'exercice? Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que ça vous oblige à faire preuve d'une très grande imagination. Parce qu'au départ, on ne voit vraiment pas comment on peut la sauver, Hélène. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire pour sa défense. Eh bien, il faut faire preuve d'imagination, il faut faire preuve de ce que les anciens appelaient l'invention, et quand vous placez des citoyens comme vous et moi, quel que soit l'âge, on a commencé avec des petites classes de 11-12 ans, on enseigne beaucoup, on forme beaucoup les adultes aussi, quand vous placez des citoyens comme vous et moi en situation d'inventer des arguments pour la défense d'Hélène, ou là pour l'éloge d'Hélène, eh bien, on voit l'imagination humaine à l'œuvre, et ça a quelque chose d'assez beau. Et donc le jeu, ça peut être ça aussi, parce qu'il y a un côté ludique dans le fait de faire ça, et ce côté ludique, il peut avoir quelque chose pour la citoyenneté qui n'est pas seulement un jeu pervers de manipulation. Donc vous voyez que plusieurs interprétations sont possibles, mais qu'en tout cas, derrière l'idée de jeu, vous pouvez... La pire interprétation, c'est « je vous ai bien eu », la meilleure, c'est « regardez, le maître sophiste que je suis, si vous voulez être bon, ben, venez vous former chez moi, et vous serez le meilleur, je m'appelle Gorgias, et c'est pas cher, si vous voulez, c'est ça l'idée. » Ça, c'était Gorgias. On reviendra sur lui après. Le deuxième que vous connaissez bien entendu, archi connu aussi, c'est Protagoras. Alors là, donc Protagoras, il vient de Thrace, d'Abdère, il n'est pas plus pas plus athénien que Gorgias, mais il a tout de même été proche de Périclès, et donc les liens avec la démocratie athénienne et les institutions sont très présents, comme je vous le disais en introduction. Alors, l'aphorisme que vous voyez là et que vous avez sous les yeux, vous en connaissez bien sûr la première partie, et le plus souvent, on oublie de mentionner la deuxième partie. Et je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas pour rien. Parce que quand vous entendez « l'homme est la mesure de toute chose », qu'est-ce que vous allez interpréter dans cette formule, dans cet aphorisme? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une forme de relativisme. L'homme est la mesure de toute chose, ça veut dire au fond, tout est relatif, en gros. Et très souvent, vous allez avoir l'interprétation la plus courante de cet aphorisme, qui prend bien soin de ne pas citer la deuxième partie, c'est de dire, au fond, les sophistes, et Protagoras en particulier, étaient les premiers relativistes, et donc, au fond, c'était un petit peu aussi des cyniques nihilistes, et ça va bien avec cette idée de discours et de manipulation, puisque si tout est relatif, ben, on peut dire n'importe quoi à propos de n'importe quoi, et du moment qu'on embobine bien son public, on a gagné, et c'est ce qui compte. Seulement, c'est pas du tout sûr que Protagoras ait voulu dire ça. J'y reviendrai un petit peu plus loin avec un auteur qui va argumenter sur cette question, mais simplement, je veux à ce stade déjà essayer de vous donner une petite indication et réflexion. C'est que les choses dont parle Protagoras, si vous allez chercher le terme grec, kremata, pour ceux qui ont fait du grec, c'est pas du tout les choses de la nature. Ce sont les choses sociales, les choses humaines, les choses institutionnelles. Et donc, ça donne une idée et une réflexion à cette phrase de Protagoras qui est beaucoup plus en accord avec
les réflexions que vous allez trouver chez lui, à savoir, mais qu'est-ce que la réalité sociale et dans quelle mesure le langage a un impact sur elle et a une fonction à propos d'elle. Et vous voyez que tout ce que je vous disais à propos de l'invention des institutions peut avoir un lien direct avec cette idée que l'homme mesure les choses des institutions et va décider en assemblée de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles ne sont pas. C'est une autre hypothèse possible à laquelle je reviendrai avec un auteur que je vous présenterai dans un instant. Mais si vous voulez, à ce stade-ci, avant de nous embarquer dans les différents auteurs, ce que j'ai essayé de vous montrer à travers l'éloge d'Hélène de Gorgias et à travers ce fameux aphorisme de Protagoras, c'est que on peut faire dire aux fragments que nous avons reçus et hérités des sophistes beaucoup de choses. Alors peut-être sont-ils en partie responsables du fait que les interprétations peuvent partir dans tous les sens et que c'était le prix à payer pour jouer un petit peu et se jouer un petit peu des philosophes physiciens qui tenaient le devant de la scène à l'époque. C'est une option. Peut-être aussi ont-ils eu des détracteurs et que ces détracteurs ont cherché à en tailler une mauvaise réputation pour des raisons qui ne sont peut-être pas tout à fait avouables, ni politiquement, ni épistémologiquement. Politiquement, je vise la démocratie, évidemment. Épistémologiquement, je vise, et là c'est la linguiste qui parle, ce qu'est et n'est pas le langage humain, ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas scientifiquement. Et maintenant, on en vient à ces différents auteurs qui ont dit quelque chose à propos des sophistes. Il est évident que le premier détracteur que je visais, c'était Platon. Je reviens un instant à ce que je viens de dire. Pour Platon, il est clair que les sophistes sont des adversaires, et cela pour les deux raisons que je viens de vous indiquer. Politiquement, la conception démocratique qui est sous-jacente à la formation rhétorique des sophistes est inconcevable pour Platon, qui a besoin, dans sa cité idéale, de rois philosophes et de castes, si vous voulez, qui restent à leur place. Donc il y a une notion de liberté et d'égalité dans le projet démocratique dont s'emparent les sophistes, qui est évidemment un problème pour Platon. Et puis il y a aussi tout simplement sa conception du monde de l'homme et donc du langage qu'il défend dans le Cratyle, pour ceux que ça intéresse, qui est tout à fait incompatible avec cette idée dont je vous parlais d'idée que le langage peut développer certaines fonctions qui vont être directement utiles pour la société, la cité et les institutions. Et donc ce que Platon fait dans de nombreux dialogues, c'est qu'il va mettre en scène Socrate, qui est son maître et qui a toujours raison. Pour ceux qui connaissent les dialogues de Platon, c'est très facile. Vous voyez où est Socrate, c'est celui qui a toujours raison. Et puis quelqu'un face à Socrate qui a forcément tort, et dans le Théétète dont je vous ai apporté cette petite citation ici, il met en scène Protagoras justement. Et il cite directement l'aphorisme que je vous ai apporté il y a un instant. Donc Platon met en scène Protagoras avec l'homme qui est à mesure de toute chose, et dit, au fond, Protagoras parle du fait que la science vient de la sensation. Mais en même temps, la sensation est tout à fait subjective. Ce qui est chaud pour moi est peut-être froid pour vous, parce que je suis plus frileuse, etc. Pareil
pour la lumière, pareil pour les diverses sensations qu'on peut avoir. Notre accès à ces choses-là est relative, pas objective et pas absolue. Et donc on ne peut fonder aucun savoir objectif, tout est subjectif. Donc si vous voulez, Platon en fait une réflexion philosophique qu'il met dans la bouche de Protagoras, et dont vous trouvez une sorte de résumé ici, où il dit « Si tu désignes une chose comme grande, elle apparaîtra aussi petite et légère, si tu l'appelles lourde, et ainsi du reste, parce que rien n'est un ni déterminé. » Alors ici, si on veut tout faire, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans trop les détails, mais vous aurez l'intuition qu'il y a une sorte de dérapage entre la question épistémique de l'accès à la sensation. En effet, on n'a peut-être pas tous le même seuil de douleur, la même relation au froid, au chaud, etc. Et ce qu'on va en dire. C'est-à-dire que peut-être que si moi je dis chaud, ça veut dire froid pour vous, puisque de toute façon, tout est subjectif, y compris le langage. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de biais de la question épistémique du rapport à la connaissance avec ce qu'on peut en dire, qui est une question linguistique. Et là, c'est ce que nous avons retenu de la formule de Protagoras, qui dit « l'homme est la mesure de toute chose », donc bon, on peut dire tout et n'importe quoi, chacun décide, etc. Parce que c'est ça que vous trouvez dans le Thé et Tête de Platon, et j'attire votre attention, je reviens à ce que disait Perelman, que je vous ai apporté en début d'introduction, que jusqu'ici c'est Platon qui a gagné, et que c'est pas du tout sûr, quand vous allez voir le détail, que c'est vraiment ça que les sophistes ont voulu dire. Donc ça, pour moi, c'est une question très problématique. Donc voilà pour le premier auteur qui est un adversaire acharné, ça je vous l'ai dit. Maintenant, on saute très très rapidement quelques siècles et je vous apporte un Nietzsche qu'à mon avis vous ne connaissez pas, qui est le jeune Nietzsche, professeur de rhétorique à Bâle, avant d'être le philosophe truculent que vous connaissez. Donc Nietzsche il est philosophe bien sûr, mais il est philologue, grand expert de la Grèce antique, et il connaît très bien nos sophistes, et son cours de rhétorique, que vous trouvez dans Rhétorique et langage, a été republié il y a quelques années, et vous voyez comment il donnait cours de rhétorique, comme moi je donne cours de rhétorique, sauf que je ne me prends pas pour Nietzsche, mais il essayait d'enseigner à ses étudiants qu'est-ce qu'était cette naissance de la rhétorique et qui étaient ces sophistes. Alors, l'extrait que je vous ai apporté, on va le lire ensemble et on va le commenter, vous allez voir pourquoi il m'intéresse particulièrement. Voilà ce qu'il dit de la rhétorique. C'est un art essentiellement républicain. Donc vous entendez, c'est opposé à l'idée d'empire, évidemment. Hein. Donc entendez démocratique, si vous voulez. C'est un art essentiellement républicain. On doit être habitué à supporter les opinions et les points de vue les plus étrangers et même à éprouver un certain plaisir à la contradiction. J'ai oublié un A. La formation de l'homme antique culmine habituellement dans la rhétorique. C'est la plus haute activité intellectuelle de l'homme politique achevé, une pensée qui nous est bien étrangère. Alors ça, c'est important parce que vous voyez que, évidemment, Nietzsche adore être à contre-courant, ça, nous le savons, mais il va adopter un point de vue qui est totalement incompatible avec le point de vue de Platon, qui est un point de vue idéaliste, et que nous dit Nietzsche, que bien entendu, toute la modernité a adopté un point de vue, une conception des choses, une pensée qui nous est devenue étrangère, d'une certaine façon. Bien sûr, il tape à tout le marteau comme d'habitude, mais il vise toute la modernité. Et Kant en particulier, qui était assez anti-rhétorique pour des raisons que je vous ai expliquées au début et que Perelman critique lui aussi. C'est-à-dire qu'il y a un idéal scientiste de la raison humaine qui ne peut pas admettre
des questions qui sont des questions éminemment rhétoriques, c'est pourquoi on a besoin des émotions et pourquoi on a besoin de se présenter au public. C'est des questions qui sont tabous, et Nietzsche dit, ces questions-là, elles correspondent à la plus haute formation intellectuelle de l'homme. Vous voyez que c'est tout à fait à contre-courant et avec un certain Nietzsche philosophe qu'on connaît, mais avec tout l'héritage de la philosophie idéaliste. Donc ce petit texte Rhétorique et langage dans lequel vous trouvez le cours de rhétorique de Nietzsche, je vous le conseille, il est tout à fait ravigorant. Oui, encore un petit mot, ça c'est très important. Il y a deux points sur lesquels je reviendrai souvent dans les leçons. C'est le plaisir, c'est essentiel. On en a déjà parlé à propos du jeu et à propos de la créativité, de l'invention. Mais Nietzsche a conscience de cette dimension-là. Et le plaisir, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une émotion. Donc, dans ces types de formation, l'émotion de plaisir est un critère du fait qu'il se passe quelque chose. Et Nietzsche, ça, le voit bien. Et vous voyez il dit qu'il y a un plaisir à la contradiction, mais que derrière ce plaisir, il faut être capable, intellectuellement et émotionnellement, de changer de point de vue. Ce qui n'est pas rien du tout, et ce qui est assez peu compatible avec l'héritage, encore une fois, d'une raison logiciste et scientiste qui voit le raisonnement de façon tout à fait monologique. Même dans la dissertation philosophique, au fond, vous avez un point de vue et c'est le point de vue qui doit être défendu. Ici, on est dans une conception beaucoup plus dialogique des choses, ce que Nietzsche a très bien perçu. Alors, encore un petit saut dans l'espace et après, on reste quasi qu'au XXe siècle. Eugène Dupréel, pour ceux qui fréquentent l'ULB, vous savez peut-être qu'il y a un auditoire qui porte son nom, le Dupréel, comme on dit à l'ULB. Dupréel a écrit un livre sur les sophistes où il est fait chapitre par chapitre, et je vous dis pour l'anecdote qui n'est en réalité pas du tout une anecdote, qu'il a été le maître de Perelman. C'est-à-dire que Perelman, le philosophe et juriste, a été à l'école des sophistes version Dupréel. Et si vous voulez, Dupréel était philosophe, mais d'une certaine façon surtout sociologue. C'est-à-dire d'une génération où les sociologues étaient philosophes et vice-versa. Et donc son enseignement sur les sophistes est pétri d'une réflexion de sociologues. Et je vous avais promis qu'on reviendrait à Protagoras, et voilà, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire moi, comment Dupréel défend Protagoras contre l'accusation qu'on trouve dans le Théétète de Platon. Il dit, la mesure, c'est Dupréel qui souligne, la mesure des choses que la cité connaît, ce n'est pas un individu, c'est la cité elle-même. La cité ne délibère pas sur la blancheur ni sur le chaud et le froid, mais sur les choses qui lui importent, telles que le juste et l'honnête. Et c'est l'accord des citoyens qui décide en de telles matières de l'opinion qui doit prévaloir. Et là, vous avez à peu près, en résumé, toute la conception alternative à celle dont nous avons hérité de Platon à propos des sophistes. La première chose que nous dit Dupréel, c'est que cette question de la mesure, elle n'est pas subjective et relative à un individu, comme on dit, moi j'ai chaud, toi t'as froid, etc. C'est un autre sujet. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse dans ces fonctions du langage, c'est ce qui a un impact sur la cité, sur la collectivité, sur la communauté. Or, suivez bien le raisonnement, ce que nous dit Dupréel, c'est que la cité ne délibère pas sur le chaud et le froid, ni sur le blanc et le noir. De quoi délibère-t-on en assemblée ? Du juste, de l'honnête et de l'utile, mais pas de la réalité brute. On n'a aucun contrôle. Si on pouvait décider qu'il fasse beau tous les jours, qu'il n'y ait pas de tsunami, on le ferait, vous êtes d'accord avec moi ?
mais juste, on n'en est pas capable. Et donc, d'une certaine façon, Dupréel réhabilite complètement Protagoras, en disant, non seulement on n'a pas du tout compris ce qu'il avait voulu dire, mais surtout, on en a fait une interprétation déloyale qui, si on remet le texte grec dans son contexte, est aberrante. C'est à peu près impossible que Protagoras ait voulu dire ça. Or, vous l'admettrez avec moi, quand on vous dit l'homme est la mesure de toute chose, on dit ah oui, voilà encore un cynique girouette. Et ce qui est donc essentiel, c'est la question de l'opinion et la question des décisions qui vont être prises en cour de justice ou en assemblée et qui vont faire l'objet de l'accord des hommes. C'est-à-dire quoi ? Les décisions qui vont être prises par débat argumenté. Donc vous voyez que la conception de l'homme et du langage est directement reliée au fait qu'on admette que ces fonctions argumentatives vont jouer un rôle essentiel dans la cité, dans les différentes institutions qui sont les nôtres. Donc voilà pour Dupréel. Alors, on passe chronologiquement à Jacqueline de Romilly, académicienne, grande spécialiste aussi des sophistes. Et là, c'est pour vous apporter un regard un petit peu différent du regard sociologique de Dupréel, mais qui me paraît essentiel aussi pour ce que je voudrais vous développer dans les leçons futures, surtout à propos des exercices. C'est les sophistes éducateurs, les sophistes enseignants, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Jacqueline de Romilly dans son livre sur les sophistes, et voilà ce qu'elle dit. Si l'on veut apprécier ce que représentait l'enseignement des sophistes, il importe de comprendre à quel point il était nouveau. Encore n'avons-nous pas vu le plus troublant de leur programme, car vouloir enseigner la vertu politique, le jugement et la clairvoyance était déjà une belle audace, mais vouloir tirer tout cela d'un enseignement de l'art oratoire était encore plus audacieux. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il y a véritablement une question d'éducation qui, vous le voyez, est reliée de nouveau à cette problématique à la fois politique et épistémologique et qui doit admettre une certaine conception du langage. C'est-à-dire que vous avez la question de la liberté. Chacun, s'il le souhaite, peut suivre l'enseignement des sophistes et quelle que soit votre naissance, du moment que vous êtes citoyen grec, eh bien, vous allez pouvoir vous faire former à cette nouvelle éducation et éventuellement apprendre à devenir meilleur en clairvoyance et en jugement. Donc vous voyez qu'il y a une prétention intellectuelle qu'on ne va pas, contrairement aussi à l'idée reçue qu'on a aujourd'hui, quand vous êtes d'accord avec moi que quand on dit sophiste, on entend une insulte presque. Moi, quand j'ai expliqué à l'institutrice maternelle de ma fille ce que j'enseignais, elle réfléchit un petit peu, elle me dit « Ah, ben, au fond, vous travaillez sur le blabla. » Oui. Là, ce que Jacqueline de Romilly est en train de vous dire, c'est que ce n'est pas que du blabla. C'est que derrière cette capacité à prendre, à inventer des arguments et à les formuler comme il convient, il y a aussi le développement d'une clairvoyance et d'une capacité de jugement. Et donc, bien sûr, par rapport à l'éducation classique et ancienne, et surtout une éducation extrêmement rigide sur le fait que la vertu ne peut pas s'enseigner, la vertu c'est quelque chose qui se reçoit à la naissance ou pas, il y a une grande audace. Cette audace, elle est politique, mais elle est aussi épistémologique. Et c'est ce que Jacqueline de Romilly souligne avec un amour pour eux dont elle ne se cache pas du tout. À la fin du livre, elle dit « ils avaient raison et on leur a fait un mauvais procès ». Mais vous voyez que, par exemple, sur cette question de « la vertu peut-elle s'enseigner ?», c'était au centre des controverses, et bien entendu pour
toute la ligne de philosophie idéaliste, la réponse était non, certainement pas. Quelle horreur et quel scandale. Alors, un autre genre, une autre réflexion, un autre regard, si vous voulez, qui me paraît utile aussi pour nourrir la réflexion. C'est Jean-Pierre Vernant, qui était professeur au Collège de France, qui est décédé en 2007, et qui est spécialiste de la Grèce antique, et qui s'est beaucoup intéressé à la question du travail en Grèce antique. Et ce que je vous ai apporté là, qui est tout à fait original par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est plutôt une réflexion qui va mettre en parallèle, en analogie, des traités de mécanique avec des traités de rhétorique. Et on va lire ensemble l'extrait. Voilà ce que dit Vernant. La sophistique avait élaboré ce qu'on peut appeler une dynamique logique. Par sa pratique des dissoilogoi, des discours antithétiques, elle avait habitué les esprits à considérer que sur toute question débattue, on peut classer en deux colonnes les arguments pour et les arguments contre, en faire le décompte, les opposer, en mesurer la force relative et le poids. Alors, la première chose intéressante, ça c'est dans Mythes et pensées chez les Grecs, c'est que Vernant nous explique que cette analogie avec les traités de mécanique est plus qu'une analogie cosmétique. Pour le dire avec les mots qui nous intéressent, c'est plus qu'une figure de rhétorique, si vous voulez. C'est de la rhétorique profonde. C'est une image qui est tout à fait heuristique. Il faut comprendre la logique des arguments, comme il dit une dynamique logique, on pourrait dire aussi une logique dynamique, qui me paraît une bonne expression, en opposition à une logique statique, qui est tout à fait compatible avec tout le vocabulaire de la mécanique, et en particulier de la mécanique physique, sur les questions de poulie, de levier, de pesanteur, de poids relatif, etc. Si vous utilisez ce vocabulaire pour décrire le poids relatif de deux arguments pour et contre, ça devient tout à fait éclairant. Et ce à quoi Vernant fait allusion, les discours antithétiques, les dissoilogoi en grec, eh bien, c'est l'exercice de base de l'apprenti élève en rhétorique qui consiste, sur toute chose, vous prenez un sujet par exemple, la vertu peut-elle s'enseigner, eh bien, vous allez produire un argument pour et ensuite un argument contre. Et ensuite encore un pour et un contre. Et comme vous le dit Vernant, vous allez classer dans des colonnes le poids relatif des arguments en fonction de la nature de l'argumentaire que vous avez choisi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en faisant ça ? Ben, vous vous êtes donné des nouveaux outils dans votre boîte à outils. Et donc, vous êtes véritablement comme si vous étiez un charpentier, un artisan de tel ou tel type qui va se retrouver face à un morceau de bois à partir duquel il va devoir faire une chaise ou un tabouret, qui va se demander quel est le rabot ou le maillet ou le ciseau qui est le mieux adapté à l'opération en l'occurrence. Eh bien, faire des dissoilogoi et faire tous les autres exercices de rhétorique dont je vous parlerai dans les autres leçons, d'une certaine façon, ça sert à ça. Donc, ce que Vernant, spécialiste du travail, met en évidence, c'est que, au fond, les sophistes sont surtout des artisans. C'est comme ça qu'eux-mêmes se définissent au départ. Et ils sont des artisans, non pas du bois ou de l'acier ou de la cuisine, mais du discours en lien et en adaptation avec les institutions naissantes. Donc ça, c'était pour Vernant. Et ensuite, on arrive bientôt au bout de ce que je voulais vous expliquer, en terminant par un regard qui est un petit peu différent de la philosophe et philologue Barbara Cassin, qui vient elle-même d'être élue à l'Académie française et qui est une grande
spécialiste des sophistes et qui a écrit il y a quelques années, en 1995 si je me souviens bien, un grand opus qui s'appelle « L'effet sophistique ». Alors je vous avais promis qu'on reviendrait à Gorgias, le voilà. On va lire l'extrait ensemble et ensuite je vais vous expliquer ce qui se passe. Là, il faudra un tout petit peu s'installer là-dedans parce que c'est un peu pointu et un peu technique, mais j'y tiens. Donc voilà ce que dit Barbara Cassin. En fait, elle adore les sophistes et justement, elle adore les présenter comme des provocateurs qui jouent avec tout. Et donc elle va, si vous voulez, tirer le plus loin possible le fil du Gorgias qui joue et qui se joue de nous. Et là, elle le met en scène dans un dialogue qu'elle-même réinvente en s'inspirant d'Alice au Pays des Merveilles. Et pour ceux qui s'en souviennent, voilà notre Gorgias dans le rôle du petit gnome Humpty Dumpty. Et voilà le dialogue. Quand j'emploie un mot, dit le petit gnome d'un ton assez méprisant, il signifie précisément ce qu'il me plaît de lui faire signifier. Rien de moins, rien de plus. La question, répond Alice, est de savoir s'il est possible de faire signifier à un même mot des tas de choses différentes. La question, réplique Humpty Dumpty, c'est de savoir qui sera le maître. Un point, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous avez là ? Vous retrouvez toute la problématique qu'on a vue dans l'éloge de Gorgias. Et vous avez toutes ces problématiques qui intéressaient Lewis Carroll, évidemment, dans Alice au Pays des Merveilles, de philosophie du langage, et, si vous voulez, d'une certaine façon, de découverte de l'arbitraire du signe. L'arbitraire du signe, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de lien physique entre le mot qui désigne la table et l'objet table. Ça, c'est l'arbitraire du signe. Et ça, c'est un truc qui fascine Lewis Carroll et qui fascine les premières réflexions sur le langage, bien entendu. Mais est-ce que de cette découverte de l'arbitraire du signe, vous pouvez inférer que chacun d'entre nous peut dire tout et n'importe quoi et qu'il suffit, comme le prétend Humpty Dumpty, de le décider ? C'est un long débat, on peut l'avoir pendant la discussion si vous voulez, mais est-ce que c'est réaliste du point de vue des fonctions linguistiques qui sont les nôtres et du rôle qu'occupe le langage dans les institutions, si chacun d'entre nous disait vraiment ce qu'il voulait et que moi je décide d'appeler ça chaise, que vous décidez de l'appeler chien et qu'un troisième décide de l'appeler ver de terre, comment va-t-on vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui ? Si vous voulez aller jusqu'au bout de la logique de ce qui est présenté là, et que parfois on fait dire aux sophistes, il faut aller jusque-là. Et d'une certaine façon, la position philosophique de Barbara Cassin est celle-là, c'est dans ce texte ce qu'elle appelle la logologie, c'est-à-dire logos au carré, si vous voulez. Le logos à propos du logos, la logologie. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire ? C'est la thèse qui est contenue dans l'effet sophistique, c'est que le discours produit un effet, et que cet effet, c'est le monde. Donc nous sommes tous ici, vous et moi, dans cette salle, mais aussi la lune et le soleil, et la neige et le froid de Protagoras et de Dupréel, un effet du discours. Vous connaissez cette position philosophique qu'on appelle le constructivisme. Cette position consiste à dire qu'il n'y a pas de réalité sans discours. Elle s'inspire d'une formule dont seul Jacques Lacan avait le secret: l'univers est une fleur de rhétorique. Ça veut dire ça. C'est la thèse logologique. Ça veut dire tout est discours. Alors bien entendu, si vous prenez cette position à la lettre et que vous la replacez dans la bouche des sophistes,
à partir du moment où tout est discours. Ça veut dire que le discours est tout puissant, il peut tout. Il suffit que je nomme une chose telle ou telle pour qu'elle soit telle ou telle. Un petit peu comme ce que Platon fait dire à Protagoras dans le Théétète. Et là, vous voyez les conséquences que, bien sûr, Barbara Cassin met en scène de façon ludique, mais si vous enlevez l'humour de ça, les conséquences politiques du fait qu'un gnome dictateur décide de nommer une chose telle ou telle pour qu'elle soit telle ou telle, nous voilà directement face à la question de la propagande, qui est une question sur laquelle on va revenir. On peut jouer à la logologie, pourquoi pas, mais il faut qu'on assume toutes les conséquences à chaque étape de ce qu'on est en train de dire. C'est une discussion sur laquelle on peut revenir si vous voulez. À ce stade-là, je veux simplement attirer votre attention sur un paradoxe. C'est que Barbara Cassin et tout le courant constructiviste, que vous trouvez aussi outre-Atlantique, par exemple dans les débats aujourd'hui sur les genres et la construction sociale de la notion de genre, Judith Butler, par exemple, vont s'inspirer de cette idée du tout performatif. Le performatif, ça veut dire ça. Ça veut dire je crée une chose par la parole. Ces courants-là constructivistes vont avoir tendance paradoxalement à rejoindre Platon, dont ils sont pourtant adversaires, sur le fait qu'au fond, il n'y a pas de différence entre la réalité brute et la réalité sociale. Les platoniciens vont vous dire il n'y a que de la réalité brute, et encore, on n'y a pas vraiment accès, il n'y a que le monde des idées qui correspond à la vraie réalité. Et les constructivistes vont vous dire il n'y a que de la réalité construite par le discours, peu importe finalement qu'elle soit brute ou sociale. Et là, toute la thèse de Protagoras défendue par Dupréel va tomber à l'eau. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une réalité sociale qui peut être pratiquée par le discours et qu'elle est différente de la réalité brute va disparaître et se diluer dans cette thèse forte et provocatrice qui est la logologie. Je pense qu'il faut pouvoir en parler aussi. Et donc pour terminer, avant la discussion, je vais résumer simplement le point de vue que j'essaie de défendre en expliquant pourquoi il me paraît nécessaire de faire ce retour aux sources de la première sophistique, mais pourquoi aussi, vous voyez comme c'est délicat, en chemin, il faut d'une certaine façon débusquer tous les pièges et déminer tous les pièges qui ont été placés sur ce long chemin qui a conduit de cette invention de la première démocratie et des outils linguistiques qui pouvaient être mis à notre portée pour s'en emparer, jusqu'ici, et en passant évidemment par des heures assez noires par lesquelles nous sommes passés. Alors, l'ouvrage que vous avez là, L'homme rhétorique, est paru en 2013, et je vous ai apporté une citation qui, pour terminer et conclure, me paraît faire le point sur l'essentiel de ce que nous essayons de transmettre et de construire avec mon groupe de recherche. Critiquer revient à suspendre les jugements, une activité qui n'est pas spontanée et qui, plus que tout autre, doit faire l'objet d'un apprentissage parce qu'elle est essentielle à la vie politique. La suspension des jugements permet à chacun de s'exercer contre le dogmatisme, contre sa peur de la liberté, contre sa propension humaine à la pesanteur. Et donc, si vous voulez, cette suspension des jugements, qui me paraît être la meilleure définition technique de la critique, elle consiste précisément, à travers l'enseignement des sophistes et l'ensemble des exercices dont je ne vous ai pas encore parlé, j'ai fait une allusion au dissoilogoi, j'ai fait une allusion aux éloges paradoxaux, mais il y a beaucoup d'exercices
qui consiste à chaque fois à faire un effort intellectuel et psychologique qui n'est pas banal, qui est de faire cet effort de changement de point de vue, que ce soit par rapport à un point de vue collectif ou par rapport à un point de vue individuel. Et donc, si vous voulez, cet effort de suspension des jugements va tout à fait avec l'idée que vous trouvez chez Jean-Pierre Vernant, c'est que finalement tout ça est une mécanique. C'est un peu comme si la rhétorique c'était la gymnastique de l'esprit. Quand vous allez au cours de gymnastique ou que vous allez faire du sport, ben vous faites d'abord un petit peu d'échauffement. Eh bien, les échauffements, c'est les disoi logoi. Et quand vous êtes bien en train et en forme, vous allez pouvoir vous améliorer dans telle ou telle technique gymnastique. Et plus vous allez être maître et opérationnel dans ces techniques, plus vous allez pouvoir défier ce qui est le penchant naturel de la nature, c'est-à-dire la pesanteur de la gravité, et ce qui est le penchant naturel de notre esprit, c'est-à-dire la pesanteur, la paresse d'esprit, le confort qu'il y a à s'accrocher à un point de vue individuel. Donc je termine là-dessus aujourd'hui. La critique, c'est la suspension des jugements et c'est l'exercice de lutte contre la pesanteur de l'esprit. Je vous remercie.